Souleymane Niang. Évoquons d'abord cette opération coup de poing lancée hier par les autorités pour faire respecter le port obligatoire de masques dans certains espaces publics. La police va sévir en cas de violation. Écoutons le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, au micro de El Hadj Ndiogou Diène. Il y a un acte réglementaire qui a été pris par le ministre de l'Intérieur relativement au respect des gestes barrières. Et parmi ces gestes barrières, le port de masque est l'un des éléments déterminants. Donc, certainement, les forces de défense et de sécurité, particulièrement la police, s'attellent à tout faire pour que les citoyens portent effectivement le masque dans le cadre de cette lutte contre la COVID-19. Quelles sont les sanctions que risquent ceux qui ne respectent pas cette mesure? Bon, vous savez qu'à chaque fois qu'un acte réglementaire est pris, c'est les dispositions du code pénal qui s'appliquent. Donc, le fait de ne pas porter de masque expose le contrevenant à des sanctions qui peuvent être des sanctions pécuniaires en termes d'amende et de manière générale, toute autre sanction prévue par les lois et règlements à la diligence du chef procureur de la République qui se chargera principalement de donner les instructions pour que les OPJ puissent attraire ces personnes-là devant la justice. Mais je préfère également lancer à nouveau un appel à nous, nos concitoyens de Dakar. Parce que comme vous le savez, sans nul doute, Dakar constitue l'épicentre de l'épidémie. Et vraiment, présentement, avec tous les efforts que l'État a fait, avec tous les efforts que nous faisons, nous, représentants de l'État et les maires, pour même aider certaines personnes à disposer de masques, je crois que l'heure est grave et qu'il est temps que chacun, quand même, respecte cette mesure qui est vraiment une mesure sanitaire. Justement, les voyageurs qui se rendent à la gare routière d'Ebo, maraîchers de Pikine sont avertis. Le port du masque est obligatoire et les récalcitrants seront traqués par les forces de l'ordre qui veillent au respect des gestes barrières. C'est ce qu'a fait savoir l'adjoint au chef du service de l'exploitation de la gare routière, Doudou Sarr, que nous écoutons avec Nongoka. Ici à la gare d'Ebo maraîcher de Pikine, depuis l'ouverture du trafic dimanche, nous respectons tout ce qui a été demandé par l'État et le ministère de la Santé, c'est-à-dire les gestes barrières. On a tous compris, il faut se laver les mains, prendre les gels, il faut aussi respecter la distance entre des personnes, éviter aussi les attroupements. Parce qu'il y a une surveillance ici. Vous avez vu ce matin, ces gens-là qui n'avaient pas porté de masque, ils ont été pris en flagrant délit par les policiers. Ils les ont amenés. Ce sont les gens qu'ils ont déposés au niveau du poste de police. À chaque fois que l'on trouve un attroupement, on est obligé de les disperser. C'est pourquoi on a demandé aux usagers, à chaque fois qu'ils rentrent au niveau de la gare de Beaumarchais, ils n'ont qu'à aller prendre leur véhicule. Quand ils sont à bord de leur véhicule, le régulateur qui prend les noms et adresses et numéros de téléphone va prendre place au niveau du siège du conducteur. À partir de là-bas, un par un, il prend nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. À chaque fois que le véhicule sort de la gare routière, absolument, il a le manifeste, il a un bon de sortie. La maladie est encore là. Ils sont tous obligés. Maintenant, à chaque fois que l'on trouve un conducteur, supposons qui n'a pas de masque ou qui n'a pas de gel, absolument, il y a une sensibilisation. Voyons maintenant sur le terrain la réaction des citoyens à cette hausse de ton des autorités à Guédiawaye. Les personnes que nous avons interrogées ont bien entendu l'avertissement et perçu le risque sanitaire et sécuritaire, mais elles ne semblent pas plus impressionnées que cela. Reportage Salif Sow. Au quartier Tchonsamb, derrière le district sanitaire de Guédiawaye, nous rencontrons dans une des ruelles sablonneuses Épiphanie. La jeune fille revient du marché, 2 sachets et masque à la main gauche. Interpellée, hésitante, elle se confie enfin tout en continuant de marcher. Mais bon, ce n'est pas grave, je ne refuse pas de mettre mon masque, mais je suis fatiguée, ça m'étouffe. À 10 mètres de notre interlocutrice, un jeune homme assis à l'entrée d'une maison. Lui aussi est sans masque. Je n'ai pas mis de masque parce que je suis devant chez moi. Si la police débarque, je vais me sauver. Elle fait le linge, la cinquantaine, elle aussi n'a pas mis de masque. Même devant chez toi, tu dois mettre le masque. Je vais prendre le mien alors. De 4, de 5 et de 6, aucun de nos interlocuteurs n'avait porté de masque. La police sévit, mais le mal persiste ici. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. L'épidémie de Covid-19 continue de gagner du terrain au Sénégal, particulièrement dans les villes de Dakar et Touba et leur conurbation. Illustration dans le bilan du jour avec le docteur Aloïs Wali Diouf, porte-parole du jour. Sur 1402 tests réalisés,
89 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,8%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 71 cas contacts suivis par nos services. Un cas importé à l'aéroport international Blaise Diagne. 17 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Thiaroye 2, Gueule Tapée 1, Plateau 1, Liberté 6 1, Dieuppeul 1, Cité Domaine 1, Cité Keur Damel 1, Guédiawaye 1, Pikine 1, Ouakam 1 et Touba 6. 110 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 12 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 4516 cas ont été déclarés positifs, dont 2809 guéris, 52 décédés et donc 1654 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Et comme vous le savez, les enfants ne sont pas épargnés par le coronavirus. Une cinquantaine d'enfants contaminés ont été pris en charge au centre de traitement de Diamniadio selon les responsables de cette structure. Ils disent avoir testé le zinc et les résultats sont jugés satisfaisants. Salimata Aou. Moi, c'est Dr Papa Mbayekndou, je suis pédiatre de formation. Actuellement, je suis chargé de voir tout ce qui est enfants atteints de Covid au centre de traitement de Diamniadio. Les enfants ne sont pas épargnés par le coronavirus. Plus de 50 ont été admis au centre de traitement de Diamniadio. Mais il y a eu plus de peur que de mal, affirme Dr Ndou. Il y en a 8 actuellement qui sont sous traitement. Donc, depuis le début, j'ai eu plus de 50-60 enfants qui ont été diagnostiqué Covid depuis mars, donc j'ai reçu presque toutes les tranches d'âge. Donc il y a eu même des nouveau-nés qui ont eu à avoir 15 jours, donc qui sont passés par là. L'hydroxychloroquine étant contre-indiquée, les spécialistes se sont rués vers le zinc, le nutriment miracle. La prise en charge des enfants diffère un peu de l'adulte, vu que pour les enfants de moins de 6 ans, l'hydroxychloroquine est contre-indiquée. Donc de ce fait, on les mettait juste sous azithromycine et sous polyvitaminé au début. Mais depuis bientôt 2 mois, j'ai commencé à mettre sous azithro et au lieu de mettre carrément, j'ai mis azithro-zinc. J'ai vu que la durée d'hospitalisation était beaucoup plus courte par rapport aux enfants que j'avais mis juste sous azithro et polyvitaminé et non sous zinc. La présence des parents, souvent sollicités par les tout-petits, Dr Ndour n'y voit aucun inconvénient. Il faut juste respecter les gestes barrières. C'est préférable s'il a moins de 5 ans, des fois moins de 7-8 ans, de venir avec sa mère. Donc, il suffit juste de lui expliquer les mesures barrières. Donc, ça permet à l'enfant d'être moins stressé, d'avoir plus de confiance en soi. Et le traitement est beaucoup plus facile si la maman est à côté. C'est pareil aussi pour les nouveau-nés, les nourrissons qui sont actuellement sous allaitement. Aucun cas grave n'a été noté chez les tout-petits au centre de Diamniadio. Mais pour Dr Ndou et son équipe, la vigilance reste de mise. Au moment où nous vous parlons des kits de tests rapides fabriqués en Corée du Sud apportés par M. Karim Wade comme contribution aux moyens de lutte contre le Covid-19 sont mis à la disposition du ministère de la Santé. Ce premier lot de 5000 kits de tests rapides ces tests-là seront remis officiellement au ministre de la Santé au siège du ministère. Nous profitons de cette remise pour voir pourquoi le Sénégal n'utilise pas ce type de tests rapides. Explication, il se pose un problème de sensibilité et de précision. L'Institut Pasteur est en train de développer ses propres tests de dépistage rapide avec un laboratoire britannique. Mohamed Ali Mouba, dites-nous. Le Sénégal reste sur sa première option, celle des tests PCR, du moins pour le moment. Raison principale, la fiabilité du diagnostic. Il y a plus de chances de dépister le coronavirus avec ce moyen qu'avec le test rapide. Généralement, à ce niveau, c'est un problème de sensibilité et de précision qui se pose. Ailleurs, cela se fait pour dépister à grande échelle les populations, mais le Sénégal n'a pas pris cette option. Et pourtant, les spécialistes estiment que c'est la meilleure manière de contrôler la maladie.
plus rapide, plus commode. Il donne des résultats en quelques heures seulement. La Chine, au début de la maladie, a offert des dizaines de milliers de kits au Sénégal. L'Institut Pasteur a été invité à les diagnostiquer pour connaître le degré réel de fiabilité. Mais jusqu'à présent, pas de retour. Les kits de Karimwa de 5000 en tout viennent s'ajouter au stock déjà disponible. Mais question, jusqu'où le Sénégal va tenir avec les tests PCR et leur coût plus important? Des questions sans réponse, mais tout indique que notre pays veut développer ses propres tests de diagnostic rapide. L'Institut Pasteur de Dakar, en collaboration avec un laboratoire britannique, Seattle, ces tests sérologiques mesurent les défenses immunitaires au lieu de rechercher le génome du virus. Ils sont 10 fois plus rapides que les tests précédents et coûtent moins de 2000 francs CFA l'unité. Covid-19 et politique maintenant, la tenue des élections locales en question. L'échéance de mars 2021 peut-elle tenir au regard de l'impact de la pandémie du coronavirus? Des acteurs politiques de la société civile appellent à la reprise des travaux du dialogue national dans les plus brefs délais. La société civile exige aussi la suspension du système de parrainage pour les prochaines locales. C'est un dossier signé Binta Diallo. Le Covid-19 a également bouleversé les travaux entamés pour la tenue des échéances locales. Dialogue national reporté et pas encore repris, cela ne risque-t-il pas d'impacter la tenue des élections municipales à date retenue? Pour Cheikh Sarr, plénipotentiaire de la majorité présidentielle à la commission politique du dialogue national, il faut sans plus tarder reprendre les travaux. Il y a véritablement des risques que ces dates-là puissent avoir des difficultés à être respectées. Cependant, je crois ce qu'il faut remarquer, il faut que toute la classe politique, d'abord il faut reprendre le dialogue parce que quand même on va vivre avec la pandémie en prenant les dispositions nécessaires, je veux dire en respectant les mesures barrières. Mais je crois qu'il faut que le dialogue politique reprenne et qu'on puisse accélérer le processus d'évaluation du processus électoral et de l'audit du fichier. C'est à ce prix seulement qu'on travaillera, à mon sens, à respecter les délais qu'on s'était donnés. As Babakar Gueye, secrétaire national en charge des élections au parti Réumi, membre du pôle des plénipotentiaires du dialogue politique, est du même avis que Cheikh Sarr. S'il faut vivre avec le virus, il faut donc reprendre les travaux, a-t-il dit. Accélérer le processus du lancement de l'audit du fichier électoral et de l'évaluation du fichier électoral et de l'évaluation du processus électoral parce que les fonds sont déjà disponibles. Le comité de suivi a déjà bouclé le dossier et qu'il ne reste qu'à lancer ce processus-là. Et surtout aussi discuter, stabiliser carrément le processus électoral pour entrer en plein pied dans le cycle électoral pour ne pas du tout, encore une fois, rater la date butoir du 28 mars 2021. Pour Moundiaï Sissé de l'ONG 3D, siégeant au sein du dialogue politique, pour que les élections locales puissent se tenir sans un autre report, il faut d'abord annuler le parrainage et reprendre le processus de suite. En voulant instituer le parrainage pour les élections locales de 2021, il va falloir respecter un délai légal de 85 jours rien que pour le parrainage. Ça, c'est un. Abandonner le parrainage. Deuxième chose, commencer le processus tout de suite. C'est-à-dire, en commençant l'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus électoral, qui va prendre 3 mois, on aura le temps pour les autres opérations qui restent. Les élections locales ont été reportées à 2 reprises. L'opposition a fait exigence l'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus électoral avant toute échéance électorale. L'USAID est déjà dans les dispositions de financer l'audit. Et pour refermer cette page consacrée à l'épidémie de Covid-19 et à ses effets politiques, économiques, sanitaires et sociaux, allons à Fatick où les collectivités territoriales sont au chevet des populations impactées par la crise. Elles ont mobilisé les ressources de leurs différentes collectivités pour soulager les populations omises dans l'aide alimentaire d'urgence distribuée par l'État. Dans les communes de Diarer, Fimela et Foundiougne, les kits alimentaires ont été distribués par les autorités municipales. Aminata Goujabi. D'abord, à Fimela, ce sont plus de 600 ménages qui n'ont pas été pris en compte dans le programme d'aide alimentaire d'urgence de l'État. Les autorités municipales ont voulu combler ce gap en prélude à l'hivernage qui risque d'être une période très difficile pour beaucoup de populations du monde rural. Selon Karim Sen, maire de Fimela. Le conseil municipal a décidé d'engager 35 tonnes de riz. On a déjà 1625 ménages qui ont été cooptés par l'État du Sénégal. Et ces 35 tonnes pourront servir pour 600 ménages, ce qui fait qu'il y aura plus de gap. On attendait que l'État distribue d'abord
d'abord. Et quand l'État distribue à la population, le reste, nous pourrons le faire en même temps. À Djarer, le conseil municipal ne s'est pas limité au riz. Bien d'autres denrées ont été distribuées aux familles omises par le gouvernement. Thérèse Faye, maire de Djarer. Ici, dans la commune de Djarer, 2410 ménages seront bénéficiaires des kits distribués par le ministère de l'équité territoriale. Nous avions identifié 681 ménages qui allaient être laissés en rade. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il serait quand même important de compléter les 681 ménages pour avoir une prise en charge à 100%. Les élus locaux de Foundiougne ont aussi mis la main à la poche pour soulager les ménages impactés par la crise du coronavirus. Le maire de la commune, Babacar Diamé, a dirigé les opérations de distribution de kits alimentaires aux populations. L'État a accompagné 634 familles, donc il reste encore 360 familles au niveau de la commune. Donc il faudrait que le reste de la population soit aussi accompagné. C'est dans ce cadre-là que nous avons créé aussi des kits. Bien d'autres collectivités territoriales de la région de Fatick ont fait la même chose. Elles se sont conformées aux directives de l'État qui leur avait demandé d'accompagner les populations non prises en compte dans la distribution de kits alimentaires par le gouvernement. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La collectivité Lébou de Ouakam réclame la propriété du site de 31 hectares sur lequel un projet immobilier est prévu. Les responsables de ce village Lébou interpellent les autorités qui leur avaient délivré des documents administratifs en bonne et due forme. Ils ont tenu un point de presse ce matin. Écoutons Omar Gueye, conseiller spécial de la collectivité Lébou de Ouakam au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. On a un projet de restructuration de notre titre foncier maison, le CM7 actuel 1751 NGA, nous appartenant. Nous avons demandé à l'administration sénégalaise une demande de restructuration et de régularisation. Le site a été occupé par plus de 1171 lots et des personnes qui ont déjà acheté des parcelles depuis 2007. Ils ont déjà construit des maisons à R+4, R+5 et ils n'ont aucun document juridique prouvant leur propriété. Pour éviter les problèmes de xénophobie, la collectivité avait fait en 2016 une demande de régularisation après avoir saisi la chambre administrative de la Cour suprême qui avait levé un arrêté suspendant toute opération sur le site. La collectivité avait saisi l'administration centrale et cette dernière avait saisi l'ancien ministre du Renouveau urbain et du cadre de vie. Le ministère du Renouveau avait donné des instructions au service régional de l'urbanisme, au directeur de la DESCOS qui était sous sa tutelle et au directeur de l'urbanisme et de l'architecture pour qu'ils nous accompagnent. Il paraîtrait qu'ils ont un projet d'une société immobilière. Ce sont des gens qui digèrent d'ailleurs, des retraités qui digèrent d'ailleurs très mal leur retraite, qui veulent semer la pagaille. Mais la collectivité officielle qui se réunit autour des Djarabs, nous on nous base sur l'arrêté qu'a fait le ministre de l'Urbanisme et le plan visé par le directeur de l'Urbanisme et de l'architecture. Encore un forage qui fait des siennes privant de nombreux villages d'eau. Cette fois-ci, c'est à Tiar-Tilor, dans la commune de Mérina Dakhar, département de Tivaouane. Outre les problèmes techniques récurrents, les usagers dénoncent la mauvaise gestion de l'ouvrage par la société Aquatec. Explication dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop Thiès. Ce forage implanté à Tiar-Tilor, dans la commune de Mérina Dakhar, alimente plus de 25 villages. Mais depuis quelque temps, il est confronté à de réelles difficultés. Les populations ne savent plus où donner de la tête, tirent la sonnette d'alarme. Thierno Ndiaye, leur porte-parole. Depuis l'arrivée de l'Aquatec avec l'APEC, 2 ans de présence, notre forage ne cesse de connaître des problèmes relatifs à savoir des pannes successives à long terme, des problèmes de gestion, des problèmes relatifs aux factures, voire même des gonflements sur le montant des bonnes cultures estimé à 5 500 francs, parfois plus cher que la facture, doivent être réglés une bonne fois pour toutes. La population attend dans les plus brefs délais des solutions à ces problèmes afin que d'autres ne naissent. Pour ces populations, cette idée du directeur de l'Aquatec Thiès de songer le conducteur du forage semble ne pas être la meilleure solution. Les raisons d'ancienneté du conducteur Sidi Barandir, avec au moins 20 ans de service, la population sollicite sa reconduction ou, au pire des cas, un natif des villages polarisant du forage. Pour toutes ces accusations, le directeur de l'Aquatec, Pape Diop, estime que le forage marche bien. La capacité de production a été augmentée. Pour lui, le gérant du forage de Tiar-Tilor a été démis de ses fonctions. Pour faute grave, il l'accuse de détournement des deniers publics et de branchements illégaux.
RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et puis cette information qui vient de nous parvenir concernant l'affaire Maître Babacar Ndiaye contre Baba Tandian, l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, a été condamné à 3 mois avec sursis. Baba Tandian doit aussi payer une amende de 50 000 francs CFA aux plaignants qui réclamaient le franc symbolique. Midi et 22 minutes. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Suleiman. Au Maroc, des milliers de Sénégalais au chômage à cause du coronavirus. L'état d'urgence en vigueur dans le royaume chérifien complique la tâche à nos compatriotes, mais certains d'entre eux s'adaptent en créant leur propre entreprise. C'est le cas d'un couple établi à Casablanca, un couple qui s'est lancé dans la livraison de fruits et légumes. Khadim Baye les a rencontrés. Une petite idée, un projet, puis une start-up du nom de Legetu Amari. Tout est parti d'un constat en plein confinement. Nous avons constaté que les gens ne sortaient pas, ils restaient beaucoup plus chez eux. Et nous avions la possibilité de pouvoir récupérer ces légumes par un fournisseur, les conditionner et pouvoir l'amener chez les gens. Depuis la mise en forme de sa petite idée, Régis, qui collabore avec son épouse, n'a plus une seule minute. Apparemment, ça démarre plutôt pas mal. On a des clients de la communauté subsaharienne, des Sénégalais, des Ivoiriens, etc. Et aussi, bien entendu, des Marocains. C'est mon mari qui part chercher les légumes et une fois à la maison, moi, je me charge de tout ce qui est nettoyage, tri et conditionnement. Et après, on les met dans des paquets qu'ils livrent un peu partout à Casa. Et bien sûr, on respecte tout ce qui est normes sanitaires. Les sanitaires obligent le respect des mesures barrières, une condition sine qua non. On prend toutes les mesures, donc en portant des masques quand nous allons distribuer. On ne rentre pas chez les clients. Alors que le déconfinement se profile à l'horizon, Régis veut voir plus grand. Il compte investir davantage d'argent et d'énergie dans son business afin de faire grandir rapidement son réseau dans tout le pays. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Youssouf Bodian, en Mauritanie, vaste mouvement dans les rangs de l'armée. Le chef d'état-major général des armées quitte son poste qu'il a occupé pendant moins de 2 ans. Il est remplacé par le directeur de la police nationale, le général de division Mohamed Ould Bamba, que nous présente Mohamed Diop, notre correspondant en Mauritanie. Le nouveau chef d'état-major des armées mauritaniennes, Mohamed Ould Bamba Ould Maguet, plus connu sous le nom de Ould Maguet, est un général de division, le grade le plus élevé dans l'armée mauritanienne. Il devient le 28e chef d'état-major des armées après 6 ans resté patron de la police nationale et avant cela 2 ans chef des renseignements. Ould Maguet fait partie des doyens de l'armée. Il devait d'ailleurs aller à la retraite, mais le président Razouani lui a prolongé 2 années de plus. En effet, les 2 hommes se côtoient depuis 2005, date du coup d'État contre Maouya Ould Sidi Ahmed Taya. Les 2 avaient siégé à l'époque au Conseil militaire pour la justice et la démocratie. Ils vont ensuite se retrouver au sein du Haut Conseil d'État après un autre coup d'État, celui de 2008 contre le président Sidi Ould Cheikh Abdellahi. Le général Ould Maguet a également occupé plusieurs autres postes comme inspecteur général des forces armées et commandant de plusieurs régions militaires, ce qui fait de lui un fin connaisseur du terrain. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Au Cameroun, les journalistes se mobilisent pour exiger la lumière sur la mort de Samuel Ouazizi. L'armée camerounaise a confirmé le décès du confrère après son arrestation depuis le mois d'août 2019. Mais jusque-là, les circonstances de la mort de Ouazizi restent inconnues. Sa dépouille introuvable, le syndicat national des journalistes du Cameroun se mobilise ce mardi à Douala, Bamenda et Bouéa. Son président Denis Nkwebo, que je propose de suivre. Nous avons des exigences particulières. Nous demandons au gouvernement de nous dire le lieu de sa mort, le jour de sa mort, les circonstances de sa mort et qu'on nous remette le corps ou à sa famille. Donc ça, c'est les éléments qui ont été mis en avant. On a mis sur pied le collectif Justice for Ouazizi. Il faut qu'on nous dise ce qui s'est passé et que ceux qui l'ont assassiné, en réalité il s'agit d'un assassinat déguisé, ceux qui l'ont assassiné doivent payer devant la justice. Ça, c'est ce que nous
réclamons pour le moment. Denis Kwebo, le patron du syndicat national des journalistes du Cameroun, interrogé par nos confrères de la Voix de l'Amérique. La mise en place d'une commission d'enquête a été promise par le président Paul Biya. Le ministre de la Défense du Cameroun, de son côté, écarte tout acte de torture. Une hypothèse donc avancée par Reporters sans frontières. Et puis en RDC, le combat contre Ebola se poursuit. La vaccination a débuté dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. La 11e épidémie déclarée il y a une semaine a déjà fait 6 morts. Avec le concours des partenaires, la vaccination a débuté à Mbandaka depuis vendredi dernier. Selon le ministre de la Santé, le docteur Eteni Logondo, ils ont vacciné en priorité le personnel médical, les contacts directs des cas confirmés et les contacts du second degré. Ils avaient à leur disposition 1500 doses, mais ils en ont commandé 8000 supplémentaires et peut-être même qu'ils vont passer encore une autre commande de vaccins parce qu'il y a un engouement terrible de la population de Mbandaka qui veut se faire vacciner. Dans la ville de Mbandaka, 12 cas ont été recensés dimanche, 9 cas confirmés de maladie à virus Ebola, 3 cas probables et 6 décès. La 11e épidémie d'Ebola en RDC a été déclarée le 1er juin à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, touché par une précédente épidémie d'Ebola entre mai et juillet 2018. La 10e épidémie d'Ebola est encore en cours dans la région de Beni. Dans l'Est, elle a totalisé 2280 décès depuis août 2018. La fin de cette épidémie doit être proclamée le 25 juin à l'issue d'un compte à rebours de 42 jours sans nouveaux cas. Plus de 300 000 personnes ont été vaccinées dans l'Est de la RDC où les doses de vaccins non homologués ont été utilisées. Un cas de coronavirus, cette autre épidémie en cours dans le pays, a également été détecté à Mbandaka. Cette personne est en bonne santé, indique le ministre de la Santé. Merci Youssouf Bodian. RFM, la radio de toute l'actualité. Justement, l'actualité de l'épidémie du Covid-19 à travers le monde. Coronews avec Anna Rocha. La pandémie de coronavirus ralentit lentement, certes, mais de façon régulière depuis plusieurs semaines, du moins en Europe. Le Royaume-Uni a enregistré son plus faible bilan de morts depuis le début de son confinement le 22 mars dernier, soit 55 décès. En France, le nombre de malades en réanimation régresse. Au dernier bilan, lundi soir, l'Espagne n'avait enregistré aucun décès et depuis 17 jours, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été rapporté en Nouvelle-Zélande. Pourtant, malgré ces bonnes nouvelles, l'Organisation mondiale de la santé estime que la pandémie s'aggrave dans le monde. Le patron de l'OMS met même en garde contre tout laisser-aller, car sur 9 des 10 derniers jours, plus de 100 000 nouveaux cas ont été recensés. Hier lundi, le bilan s'est élevé à plus de 136 000 nouveaux cas, le chiffre le plus élevé sur une journée, a précisé Tedros Ghebreyesus lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève. Près de 75% de ces nouveaux cas ont été principalement notés sur le continent américain et en Asie du Sud. D'ailleurs, les États-Unis sont toujours le pays le plus touché, aussi bien en termes de nombre de morts, près de 111 000, que de cas de contamination, presque 2 millions. Le bilan est tout aussi catastrophique au Brésil. Nouvel épicentre de la pandémie, 3e pays le plus endeuillé, il enregistre ce mardi 679 décès supplémentaires, ce qui fait au total 37 334 morts sur 707 412 cas de contamination déclarés. Sur le continent africain, le virus continue également de se propager, mais lentement. Selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies cité par RFI, jusqu'à hier lundi, l'Afrique comptait moins de 200 000 cas d'infection et 5 175 décès. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie sont toujours les pays les plus touchés. Le président tanzanien John Magufuli a lui déclaré que son pays était maintenant libéré du coronavirus et ceci grâce aux prières des citoyens. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 9 juin 2020, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour, procès de l'île de Zaïf, ça démarre à 100 à l'heure et cette audience de première comparution, Jack Père n'est pas prêt de l'oublier car une fois appelé à la barre, le responsable médical chargé de l'antidopage de la Fédération internationale d'athlétisme à l'époque des faits n'a pas hésité une seule seconde à
mouillé, voire enfoncé, vieux Lamine, écrit le journal Le Quotidien. Je reconnais, dit-il, avoir remis au président Diack une enveloppe de 500 000 €, soit 327 millions de francs CFA, dans le but de freiner la procédure de sanction pour dopage aux athlètes russes qui faisaient l'objet de procédures de suspension, reconnaît-il sans embâche. Et de poursuivre, c'était un arrangement consenti dans le but de permettre aux athlètes russes de participer au championnat du monde, ajoute le Français. Pour le journal Le Témoin, plus de doute, Gabriel Dolé, Serge Lamine, dans l'affaire des athlètes russes, l'absent le plus présent à cette audience de première comparution, Papa Massata Diack, qui a fait l'objet d'un énième mandat d'arrêt international. Terré à Dakar, depuis le début de l'affaire, Diack fils s'est fait représenter par un avocat français et un avocat sénégalais, en l'occurrence Maître Moussa Sarr, et les conseils de Papa Massata Diack n'ont pas réussi à obtenir le renvoi de l'affaire. Papa Massata Diack, ancien conseiller marketing de l'IDESAF, est poursuivi pour des faits de blanchiment d'argent et de corruption. Dolé enfonce donc Lamine et minimise ses responsabilités sa responsabilité. Il assure avoir cherché un compromis entre l'intérêt supérieur de l'IDESAF et la mise à l'écart des athlètes russes dopés. Et de dire aussi que la somme qu'il a reçue de Lamine Diack correspond à ses indemnités de licenciement abusif dont il a fait l'objet en 2014. L'observateur qui rapporte les minutes du procès écrit pour sa part que Gabriel Dolé enfonce Diack père, qui évoque des soucis de santé. J'ai, dit-il, en état de santé assez compliqué, mais je suis là, a-t-il lancé au juge. La parole lui revient ce mercredi. Ce matin, Libération en profite pour parler de l'ordonnance de renvoi de l'ancien juge Rumbeke, volet sénégalais. Il nous met sur la piste des financements politiques de la Russie au Sénégal au cours de la campagne électorale 2012. Combat politique contre Wade, Karim, les assises nationales, les mouvements des jeunes, tout cela à lire à la page 3 du journal. Des nominations qui font débat au sein de la paire, nomination d'adversaires politiques. Moussa Sy, PCA au port de Dakar et Abdou Fall à l'agence de promotion des investissements privés intérieurs et extérieurs du Sénégal, APIX. C'est la grogne au sein du parti présidentiel. L'observateur parle de polémique en salle de recyclage. L'explication qu'en donne le confrère, c'est que le président Macky Sall prépare les locales. C'est pour cela qu'il demande à tout le monde de se calmer. Les récalcitrants pourront être battus à la chicotte, croit savoir le journal Tribune. Les locales, justement, et leur organisation a daté chi. Sud Quotidien parle de cassette. En fait, le journal répète que depuis 1996, le Sénégal peine à organiser les élections locales conformément au calendrier républicain. Le contentieux Sénégal-Akili, Macky arrête les compteurs. Selon le journal Le Quotidien, le président a reçu les ministères des Finances et de l'Énergie, le secrétaire général de la présidence, l'AJE, l'agent judiciaire de l'État, le PCA et le DG de Sénélec. Il leur a tout simplement demandé de casser le contrat. Le bradage du littoral, Atepa Goudiaby mouille Barthélémy Diaz et Madiambal Diagne dans le journal Tribune. Les deux s'offusquent régulièrement du tonton du littoral. Eh bien, selon l'architecte, ils sont mal placés. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a donné, selon lui, plusieurs autorisations de construire sur la corniche. Quant à Madiambal Diagne, il habite lui-même sur le littoral. Le coronavirus, les actualités du Covid-19, 3 Sénégalais fauchés encore, ce qui porte le bilan à 52. Libé parle de lundi macabre. L'assouplissement de la pandémie, selon le journal Le Témoin. Mais le journal Vox Populi note que le ministère de l'Intérieur a instruit la police de veiller au respect des mesures barrières dans les endroits publics. Frappé sur le faux portefeuille des récalcitrants. Dans le journal L'Observateur, le confrère nous dit que le Sénégal est devenu le 3e pays le plus touché par le coronavirus en Afrique de l'Ouest. Et puis sport, joueurs les plus chers de la planète, Mané et Sarr dans le top 100. Le journal constate que Mbappé reste le roi du marché. Salah, le footballeur africain le plus cher. Sadio, 7e, juste derrière l'Égyptien. Dans le journal Record, Benjamin Hydrac, le journaliste à Ouest France, parle au sujet, évoque les relations entre Maïgnan et son club. Le journal constate qu'entre Maïgnan et Rennes, le divorce est consommé. Dans Surulam, c'est Modlo qui est sur la balance. Le confrère nous dit qu'en 10 combats et en 10 ans, il a obtenu 6 victoires, 3 défaites et un nul.
Modlo, une vraie machine à gagner. 10 ans de gloire, roi des arènes en 2019, très compétitif et régulier aussi. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h37, bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, nous discutons de l'état de préparation au lendemain des premières précipitations au sud-est du pays. Préparation donc de la campagne agricole 2020-2021. Et pour tenter de répondre à cette question, où est-ce qu'on en est, nous sommes en ligne en direct avec M. Sidiba, porte-parole du CNCR, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. M. Ba, bonjour. Bonjour, M. Souleymane. Nous sommes également avec M. Aliou Dia, porte-parole du comité de suivi de la campagne agricole. M. Dia, bonjour. Bonjour, Seigneur. Alors, la question qu'on ne peut ne pas poser, quel sera l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur la préparation de la campagne agricole 2020-2021? Est-ce qu'on en ressent déjà les effets? Quel est le point du jour aujourd'hui de la préparation, donc eu égard non seulement aux pluies qui commencent à tomber au sud-est du pays, mais également au regard de la situation sanitaire actuelle? Aludia, peut-être. Allô, bonjour, Seigneur. Oui, Aludia. Je salue également mon frère je voudrais signaler qu'en fait, les mises en place se déroulent normalement. Comme vous le savez, les opérateurs avaient été désignés et les quotas alloués aux communes ont été indiqués aux autorités administratives qui avaient pris des décisions pour nommer les commissions de réception et de cession des semences. Aujourd'hui, je peux dire que concernant l'arachide... Allô? Pour le centre, on est à peu près à 78% quelque part. Et là où on a le moins fait les mises en place, on est à 61%. Donc vraiment, on est dans de très bonnes dispositions. Nous parlons de l'arachide là. Oui, pour l'arachide. S'agissant des autres variétés, si je prends l'exemple du maïs, on a dépassé les 90%. Et cette semaine, certainement, les zones où on a senti effectivement une lenteur, due effectivement à des manquements des opérateurs, des substitutions seront faites. Je crois que s'agissant du Covid, notre inquiétude c'était le problème des saisonniers et des quelques ruraux qui étaient bloqués dans les centres urbains. Dieu merci, les décisions prises récemment permettant effectivement au transport interurbain de fonctionner, alors nous rassure et que beaucoup d'entre eux sont déjà partis. Et je crois que là, donc, en fait, il n'y a pas de péril à la demeure. Très bien. Maintenant, les pluies enregistrées effectivement au niveau de Kédougou, comme vous l'avez dit, ce n'est pas les premières pluies, mais comme vous le savez, certaines variétés ont commencé à être semées. Et cependant, je crois donc qu'ils seront accompagnés. Ce sont quand même les précipitations les plus significatives. Effectivement, il y a eu quelques pluies il y a quelques semaines, mais c'était des quantités assez insignifiantes. Tout à fait. Donc, on ne peut pas les considérer même comme des pluies utiles. Cependant, les décisions sont prises et qu'au bon moment, les paysans sauront quand est-ce qu'il faudrait semer. Cependant, donc, je peux signaler tout simplement que s'agissant du focus qui a été mis sur le riz, le ministre de l'Agriculture s'est déplacé récemment, même au sud, et a pu effectivement constater l'état sur le terrain et c'est satisfaisant. Très bien. Sur la situation actuelle, je voudrais qu'on entende Sidiba, le porte-parole du CNCR. Quelle est votre lecture de la situation par rapport aux questions soulevées par M. Dia, notamment la mise en place des intrants, la disponibilité des ressources humaines pour mener à bien le travail et la préparation en général? Est-ce que vous avez la même lecture? Donc, je salue M. Dia. Effectivement, pour ce qui concerne les intrants agricoles pour l'arachide, la mise en place a dépassé la barre de 50%, là au niveau de certaines zones, et selon les informations que j'ai reçues au niveau de certains non-membres qui nous représentent au niveau des commissions. Mais pour ce qui concerne certains fertilisants tels que les engrais, la mise en place n'est pas encore effective. Et pour les autres semences aussi, à part le riz et le manioc, selon les sources que j'ai au niveau, les renseignements que j'ai au niveau de certains responsables au niveau de nos commissions,
c'est pas encore, elle est effective dans certaines commissions, pas totalement effective dans d'autres. Pour les engrais pas encore, parce que ça fait des fertilisants qui doivent accompagner le processus, c'est pas encore fait. Et pour le matériel agricole aussi, on attend, on pense que ça sera fait. Et comme il l'a dit, on était un peu inquiet avec l'approche de l'hivernage et la main-d'œuvre saisonnière bloquée au niveau de toutes les régions du Sénégal, avec l'assouplissement des mesures du Covid 2019, les gens sont en train de rentrer chez eux pour travailler les champs. Là, les impacts aussi ont été assez négatifs, ont été très négatifs, à savoir la fermeture des hauts lieux d'échange que nous avions, à savoir les marchés forains. Et là aussi, je pense qu'avec l'assouplissement qui a eu lieu, les marchés seront grands ouverts et les gens vont échanger ce qu'ils ont de plus précieux, pour aborder l'hivernage. Et là où nous avons aussi beaucoup de difficultés, c'est la récupération des dettes que nous avions eu à contracter au niveau avec certaines institutions, avec certains partenaires de la place et certaines institutions financières de la place. On a eu des problèmes parce que pendant 2 mois, on a eu des dettes en souffrance au niveau du monde rural qu'on devait récupérer, et pour les payer à ceux qui nous les avaient traités. Là, on a eu des problèmes. On a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, et on aurait souhaité que l'État, dans le cadre de soutien aux organisations... Mais s'il s'agit des banques, normalement, l'État a déjà discuté avec les banques à travers la BCEAO. Oui, à travers la LBA, à travers la BCEAO et à travers certains industriels de la place avec qui on a eu des contrats de production. Et l'hivernage n'étant pas très bon l'année passée, nous éprouvons beaucoup de difficultés à rembourser dans ces fonds-là et à rentrer dans ces fonds-là et à rembourser ce qui nous avait prêté. Est-ce que cela veut dire que ces institutions financières ne vous ont pas accordé les moratoires recommandés par les autorités? Non, honnêtement pas. Nous n'avons pas accordé les modalités que l'État a demandé à les a demandé d'appliquer pour certaines organisations professionnelles. Et surtout, là où nous avons beaucoup de problèmes, c'est avec certains industriels qui sont là et avec qui nous avions eu l'habitude de travailler ces 3 dernières années. Et là, nous avons beaucoup d'être en souffrance parce que... Ce sont des dettes plutôt commerciales que financières, hein? Dettes commerciales, dettes liées à la fourniture d'intrants. À la fourniture d'intrants et d'aliments de bétail. Engrais et semences, on n'a pas pu le faire. Et aussi, il faut savoir aussi que l'aliment de bétail, comme vous l'aviez dit, le tapis herbacé n'était pas bien fourni. L'État avait dans un premier temps fait un apport important en direction des éleveurs. Et là aussi, les gens ont jugé les gestes significatifs, mais pas suffisants quand même. Et ils pensent aussi que l'opération sauvegarde du bétail doit démarrer incessamment pour pouvoir, pour que les éleveurs qui sont au sein de nos fédérations puissent en profiter pour pouvoir sauver le bétail qui est quand même très éprouvé au moment où je vous parle. Alors, avant de redonner la parole à M. Alioudia, Sidiba, pour être au clair, vous nous dites que oui, la mise en place de certains intrants, même si ce n'est pas à 100%, c'est quand même acceptable. Mais au total, quand on vous entend, est-ce qu'on peut dire que on est suffisamment au point aujourd'hui pour démarrer une campagne correcte? Parce que si on n'a pas les engrais, si on n'a pas le matériel agricole, si on attend encore des facilités en termes de remboursement et une partie de la main-d'œuvre, c'est qu'au total, on n'est pas prêt. Prêt à 100%, on ne peut pas, on n'est pas prêt pratiquement. Mais nous pensons qu'avec l'argent qui est mis à la disposition du ministère du Développement rural, les 60 milliards, on pensait avoir plus. Et nous pensons que probablement cet argent-là qui doit servir les producteurs que nous sommes, à savoir pour le soutien que le maire doit apporter à nos organisations, doit apporter aux éleveurs par rapport au Covid 2019. Et on aurait aimé qu'il ait au moins 150 milliards pour nous aider à rembourser les crédits nos crédits en souffrance au niveau des campagnes à cause de Covid 2019. Et aussi que l'année écoulée n'a pas été une année facile pour nous les producteurs. Certes, nous avons vendu nos arachides à un prix quand même assez intéressant, mais il faut reconnaître que les quantités n'étaient pas suffisantes. Et il n'y en avait pas assez, ce qui fait que les prix ont flambé au niveau de certains acheteurs et tout particulièrement au niveau des exportateurs. Et aujourd'hui, nous pensons que compte tenu de tout cela et qu'étant des gens qui ont beaucoup de difficultés à cause de Covid 2019, et nous pensons qu'il est bon que
que les gens pensent à cela et qu'on avait demandé que l'engrais qui est là et qu'on le vende à moins de ce qu'on le vendait de par le passé. On vend les 50 kilos d'engrais à 6,20 à un peu plus de 6 100 francs, alors que nous pensions qu'on pouvait l'avoir à moins de ça, à moindre prix, ne serait-ce qu'à 5 000. Et nous avons au sein du groupe APRODEP dans lequel nous évoluons 15 000 tonnes d'engrais en souffrance et qui sont là et qu'on demande à l'État d'accompagner, de soutenir le CNTR. Sous forme de subvention pour que cet engrais-là soit subventionné et reversé et redistribué aux producteurs qui sont membres de notre plateforme. Et il y en a qui ne sont même pas membres du CNTR parce qu'ils sont organisés au sein de notre fédération. Ils en ont besoin. C'est des Sénégalais comme vous et moi et qui ont droit à cela. Et nous pensons que les ministères de la Culture et les autorités de la République peuvent prêter oreille attentive à cela. Beaucoup de problèmes que nous n'aurons malheureusement pas le temps de développer dans ce cadre plutôt limité. Mais je voudrais donner la parole à Aliou Dia sur 2 ou 3 questions quand même d'importance. La question financière et commerciale, les dettes, et sur la question des autres intrants tels que l'engrais et le matériel agricole. Est-ce que vous avez des informations à fournir à l'opinion et à M. Sidiba au cas où vous seriez plus informé que lui? Voilà, juste pour dire concernant effectivement l'engrais, vous savez qu'on met d'abord pour la mise en place le focus sur d'abord les semences. Et aussitôt après les semences, les engrais vont suivre. Quelque part, ça peut aller concomitamment. Donc, s'agissant maintenant, en tout cas, de la mise en place. Non, mais avant d'aller plus loin sur le matériel agricole, j'entends bien que l'engrais peut venir après les semences, mais le matériel agricole ne peut pas attendre. Non, j'y viens. Pour le matériel agricole, c'est un programme qui a été exécuté depuis. Donc, depuis, je crois, 2 ans, 70 000 unités avaient été effectivement servies aux producteurs. Donc, ce n'est pas un programme annuel alors qu'on livre. Rappelez-vous même la semaine dernière, il y a 75 000 unités qui étaient en souffrance effectivement au niveau des DRDR, au niveau du ministère de l'Agriculture, parce que les producteurs ne parvenaient pas à y accéder. L'État l'a subventionné à 100% pour en donner effectivement aux jeunes et aux femmes, mais c'est uniquement réservé à la riziculture et à l'horticulture. Donc sur ce plan, il n'y a pas de problème. S'agissant des dettes, il faut clarifier que les dettes de l'État par rapport aux OP ont été payées. Aujourd'hui, on a dépassé plus de 95% de paiement. Mais Sidiba ne parle pas de ces dettes-là, les opérateurs privés. Il parle des dettes financières contractées au niveau des institutions financières, notamment la Banque agricole, pour parler clairement. Je crois que l'ASPRODEP, effectivement, avait fait de gros efforts dans la contractualisation pour assister effectivement des producteurs à disposer de semences, d'intrants. Et ça avait fait une forte ardoise, quelque part même on parlait de 4 milliards, alors Sidiba peut m'éclairer. Mais sur ça, donc c'était une affaire privée. Mais s'agissant maintenant des dettes de l'État, l'État avait effectivement respecté sa parole et avait poussé effectivement les banques à payer. Et aujourd'hui, rares sont ceux qui ne sont pas payés et il reste effectivement des sommes minimes. S'agissant maintenant effectivement de ces dettes commerciales, l'État certainement va continuer à les assister parce que c'était donné à des producteurs à caractère privé. Mais il faut rappeler qu'en tout cas pour les dettes de l'État, des efforts importants ont été faits sur effectivement les intrants comme l'engrais. Aussitôt que le focus mis sur les semences sera terminé, l'engrais va suivre et on va suivre parce que le ministre avait voulu même faire une tournée le vendredi passé, mais on a pensé devoir voir la semaine prochaine pour que des substitutions seront faites pour des manquements que nous avons constatés par rapport effectivement au dépôt des semences. Sujet très important et tout à fait passionnant. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est épuisé. Nous vous retrouverons tous les deux dans notre édition en Wolof et nous espérons aller plus en profondeur encore sur ces questions, je le rappelle, d'une extrême importance pour le Sénégal. À 12h51, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à sa réalisation. Retrouvez Papangan Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en langue Wolof à 13h. Tout de suite à l'O Présidence. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Très bon après-midi. Au revoir.